Bonjour, bienvenue à la première partie de la révision sur les bases de la programmation. Dans cette vidéo, je vais surtout insister sur certains aspects fondamentaux du langage R. Les personnes qui ont déjà de l'expérience de programmation dans d'autres langages devraient porter une attention toute particulière, car l'approche de programmation en R est sans doute fort différente. Je l'ai déjà mentionné ailleurs, R, c'est d'abord et avant tout un langage qui a été créé pour faire des mathématiques. Alors, en cela, il reprend des idées du langage de programmation APL, un très vieux langage de programmation, dans lequel l'unité de base, l'objet de base, c'est un vecteur. Vecteur au même sens qu'on l'entend en mathématiques en algèbre linéaire. Alors, on dit que dans R, tout est un vecteur. Et à partir de là, certaines opérations mathématiques naturelles sont définies également dans R. Donc, comme on le ferait un petit peu en mathématiques, mais ça va même au-delà parce qu'il y a des opérations, certaines opérations qui n'existent pas en algèbre linéaire. Par exemple, la division entre deux vecteurs, ce n'est pas une opération qui est définie en algèbre linéaire, mais qui est très bien définie dans R. Quand on regarde les règles de base de l'arithmétique vectorielle dans R. Donc, on a tout est un vecteur. Et ensuite, l'autre règle de base, c'est que lorsqu'on utilise un opérateur entre deux vecteurs, dans R, les opérations se font toujours automatiquement, élément par élément, entre les deux vecteurs. Alors, le premier exemple que vous avez ici sur la diapositive, je fais un exemple très simple où on additionne deux vecteurs de trois éléments. L'opération qui a cours, c'est on additionne le premier élément du premier vecteur avec le premier élément du deuxième vecteur, donc 1 plus 5 donne 6. Et ensuite, deuxième élément du premier vecteur avec le deuxième élément du deuxième vecteur, 2 plus 9 est égal à 11, et ainsi de suite. Okay? Ça, c'est la première règle de l'arithmétique vectorielle dans R qui est extrêmement importante que vous reteniez et que vous gardiez vraiment au cœur de vos préoccupations. Et comme je le disais dans l'introduction, pour les gens qui proviennent de certains autres langages de programmation, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel. Dans beaucoup de langages, ce genre d'opérations-là, il va falloir les programmer soi-même en faisant une boucle. Ça ne fait pas partie intégrante du langage. Alors, dans R, ça fait partie intégrante du langage. Deuxième règle extrêmement importante à connaître, c'est qu'il y a un recyclage des vecteurs les plus courts lorsqu'on essaie de faire des opérations entre deux vecteurs qui ne sont pas de la même longueur. Encore là, en mathématiques, une opération, par exemple, d'addition d'un vecteur en 3 dimensions avec un vecteur en 2 dimensions, ça n'existe pas, ça n'est pas défini. Dans R, c'est défini, des opérations entre deux vecteurs de longueur différente. Ce qui va se passer, c'est que le vecteur le plus court va être répété ou recyclé autant de fois que nécessaire pour que l'opération puisse se faire. Vous avez ici un exemple au deuxième point sur la diapositive d'une somme entre trois vecteurs. Un vecteur de longueur 1, un vecteur de longueur 3 et un vecteur de longueur 9. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que le vecteur de longueur 1 va être répété 9 fois pour correspondre à la longueur du plus long vecteur, de longueur 9. Et le vecteur, donc ça va devenir 2, 2, 2, 2, 2, 9 fois. Et le vecteur de longueur 3, lui, va être recyclé 3 fois pour correspondre à une longueur au vecteur de longueur 9. Donc le vecteur 1, 4, 5 va devenir, pour les fins de l'addition, le vecteur 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5. Et attention, c'est vraiment comme ça que les vecteurs sont recyclés. C'est-à-dire que c'est comme si on utilise le vecteur au complet et lorsqu'on a besoin encore d'autres valeurs, on reprend le vecteur au complet. Et non pas de dire, je vais répéter chacune des observations, des valeurs du vecteur 3 fois et ensuite je vais faire l'addition. Donc ce n'est pas 1, 1, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 5, mais bien 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5. Donc il faut vraiment que vous gardiez l'idée que, oups, je veux faire une addition, j'ai plus d'éléments, je retourne au début de mon vecteur et je le réutilise. Évidemment, il y a une question toute naturelle qui intervient ici. Qu'est-ce qui se passe si un vecteur n'est pas un multiple de l'autre? Donc, si mon deuxième vecteur ici n'avait pas été un vecteur de longueur 3, mais un vecteur de longueur 4, disons. Donc, là, je me serais retrouvé à faire l'addition entre un vecteur de longueur 4 et un vecteur de longueur 9. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? R va quand même faire le recyclage du vecteur. Donc, mon vecteur de longueur 4 va être recyclé 2 fois. Et R va avoir besoin d'aller chercher, on va être rendu à un vecteur de longueur 8, R va avoir besoin d'aller rechercher le premier élément du vecteur
pour avoir une neuvième observation. Mais là, on va dire que le vecteur va avoir été recyclé un nombre fractionnaire de fois. Et dans ces cas-là, R émet un avertissement. Il dit, écoutez, moi j'ai fait le calcul, c'est juste un avertissement, ce n'est pas une erreur. Il faut bien distinguer entre ce qui est une erreur, un calcul ne s'est pas effectué, et un avertissement, qui veut dire, j'ai fait le calcul, mais je t'avertis que, en l'occurrence, j'ai recyclé un vecteur un nombre fractionnaire de fois. Est-ce que c'est bien la chose que vous voulez faire? Je programme avec des langages du type R, APL avant qui permettent de faire ce genre d'opération-là donc je programme avec ces langages-là depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais eu besoin de recycler un nombre fractionnaire de fois. Jamais. Donc, normalement, habituellement, si vous avez un message d'avertissement à l'effet que R a recyclé un nombre fractionnaire de fois, révisez votre code. Vous avez fort probablement fait une erreur. Autre règle importante de l'arithmétique de R, c'est la notion de conversion forcée. La conversion forcée, c'est une opération que R va faire lorsque tous les éléments dans un objet devraient être du même mode, mais qu'ils ne le sont pas. Alors, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Supposons que je veux faire l'addition entre une valeur logique et une valeur numérique. Ben, à la base, ce n'est pas véritablement défini. L'opération d'addition, pour l'exemple que je suis en train de regarder, ben, ça se fait entre des nombres. Si j'essaie d'additionner une valeur logique ou une valeur booléenne et un nombre, ben, R va devoir faire une conversion forcée pour faire en sorte que le calcul puisse se faire. Et la conversion forcée, elle, survient automatiquement. Vous avez rien à faire, vous pouvez simplement tenir compte du fait ou tenir pour acquis qu'elle va survenir. Et la règle de conversion, c'est d'aller vers le mode qui conserve le plus d'informations possible. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie par exemple que des valeurs booléennes, je vais les convertir vers une valeur numérique. Il y a plus d'informations dans une valeur numérique que dans une valeur booléenne. Un 0,1 pour faux ou vrai, je peux les convertir en nombre. Parce qu'au besoin, je pourrais retourner en arrière et obtenir mes valeurs booléennes. Depuis 1, 0, je peux retrouver des valeurs booléennes. À l'inverse, si je prends un nombre comme 8, puis je le convertis en vrai et faux, ben, je ne suis pas capable de retourner en arrière et retrouver ma valeur 8. Et donc, la conversion d'un nombre ne se fait pas vers du booléen, mais plutôt en sens inverse. Alors, vous avez ici quelques exemples. Vous voyez, j'ai essayé de créer un vecteur dans lequel j'ai mis, dans le premier exemple, 3 valeurs de type différents. Une valeur numérique, 5, et 2 valeurs booléennes, vrai et faux. C'est pas possible de mettre dans un vecteur atomique simple des valeurs de mode différents. Donc, il y a la conversion forcée qui s'exécute. Toutes les valeurs sont converties en mode numérique. Donc, je me retrouve plutôt avec un vecteur qui contient les valeurs 5, 1, 0. Donc, les vrais et faux ont été convertis en 1 et en 0 respectivement. Par contre, et là, comme on voit dans le deuxième exemple, si j'essaie maintenant de mettre dans un même vecteur une valeur numérique, 5, une valeur booléenne qui est vraie et une chaîne de caractères, ah ben là, encore là, il va falloir faire de la conversion forcée vers un seul mode. Et lequel conserve le plus d'informations, quel mode me permettrait de retourner en arrière si j'en avais besoin, ben, ça va être de tout mettre en chaîne de caractères. Parce que la chaîne de caractères, un 5 en chaîne de caractères, je pourrais toujours le reconvertir en valeur numérique. Donc, vous voyez ici dans le deuxième exemple que 5 true et la chaîne de caractères 5CINQ ont toutes été convertis en chaîne de caractères. Là où ça devient vraiment plus intéressant, c'est qu'on peut faire des opérations arithmétiques en tenant compte du fait qu'il y aura une conversion forcée. Et le troisième exemple que vous avez ici à l'écran, c'est celui de l'addition entre une valeur numérique et une valeur booléenne. Donc 5 plus vrai. Qu'est-ce que ça fait ça? Conversion forcée. Le true, la valeur booléenne, est convertie en 1 et l'opération se fait 5 plus 1 qui me donne 6. Ce que vous devez retenir ici, c'est l'idée que, puis c'est surtout important et surtout utile avec les valeurs booléennes, c'est de garder en tête que
Des valeurs booléennes, on peut faire des opérations arithmétiques là-dessus. On peut les utiliser en tenant compte du fait qu'un vrai, ça vaut 1 et un faux, ça vaut 0. Puis là, ça ouvre tout un éventail de possibilités qu'on peut faire avec les valeurs booléennes. Regardez le quatrième exemple ici. Je fais la somme d'un vecteur de valeurs booléennes. Vrai, vrai, faux, faux, vrai. Bon, évidemment, ici, vous allez me dire, on voit assez facilement, si je convertis vrai, vrai, les vrais, les true en 1 et les false en 0, je fais la somme de tout ça, ça me donne 3. Mais qu'est-ce que ça signifie? Au-delà de que la somme de ce vecteur-là donne 3, qu'est-ce que ça signifie également? C'est ça qui devient intéressant. Je donne 5 secondes pour y penser. À quoi le résultat 3 peut correspondre? Ben, en fait, ça me donne le nombre de valeurs qui sont vraies à l'intérieur du vecteur. Okay? Le 3 correspond au nombre de valeurs qui sont vraies. Donc ça, c'est une façon, faire la somme sur un vecteur booléen, de connaître le nombre de valeurs qui sont vraies à l'intérieur du vecteur. Alors imaginez que ce vecteur booléen n'est pas un vecteur que j'ai écrit de vrai et de faux, mais que c'est le résultat d'un calcul. Ça pourrait vous donner le nombre de valeurs vraies qui a été retourné par le calcul. Travailler avec des vecteurs nous amène tout naturellement à parfois vouloir extraire des éléments de ces vecteurs. Donc, par exemple, aller chercher un élément en particulier, un ou plusieurs éléments en particulier. Le premier, le dernier, les 3 premiers éléments d'un vecteur, le 28e, peu importe. Et ça nous amène à la notion d'indissage. Vous allez voir qu'en programmant avec R, vous allez devoir utiliser l'indissage très, très, très souvent. En fait, il y a plein d'opérations qu'on pourrait avoir tendance à programmer de toutes sortes de manières différentes qui ne s'avèrent être que des opérations d'indissage. Vous allez voir, préparez-vous très souvent, je vais vous demander des choses dans les exercices, dans les travaux, qui se révèlent être tout simplement des opérations d'indissage. Donc, avant de vous lancer dans des histoires très, très, très compliquées, là, des fois, demandez-vous simplement, cette opération-là, est-ce que je peux la faire tout simplement à l'aide de l'indissage sur un vecteur ou, comme on va le voir plus tard, dans d'autres types de structures de données, sur une matrice, un tableau de données. Donc, on a, je dirais, 4 manières principales d'indicer sur un vecteur. On va considérer l'indissage des vecteurs ici. De toute façon, les idées d'indissage se reportent absolument à l'identique sur les autres structures de données qu'on va voir plus tard dans le cours. Première méthode, la plus intuitive, c'est d'indicer avec un ou plusieurs entiers positifs. Et les entiers vont représenter des positions à l'intérieur du vecteur. Alors, supposons ici, pour les fins des exemples, je me suis donné un petit vecteur que j'ai appelé V qui contient les nombres de 101 à 110. Pourquoi 101 à 110 plutôt que 1 à 10? C'est pour qu'on puisse distinguer comme il faut les valeurs des positions. Alors, imaginez-vous donc, on a un vecteur qui contient 10 nombres, les nombres de 101 jusqu'à 110. Alors, si j'indice ce vecteur-là, donc à l'aide des crochets, à l'aide d'un vecteur d'entiers positif, 2, 4, 10, ce que ça signifie, c'est extraire les éléments aux positions 2, 4 et 10 du vecteur. Ça, c'est assez naturel. L'autre type d'indissage qu'on peut faire, et qui est peut-être un petit peu moins naturel ou qu'on ne voit pas nécessairement en mathématiques, mais qui est en réalité assez naturel quand on y pense, c'est d'indicer à l'aide d'un vecteur d'entiers négatifs. Et là, ce que ça signifie, ça veut dire laisser tomber les éléments aux positions identifiées par les entiers négatifs. Donc, l'exemple que vous voyez ici, c'est l'indissage avec un vecteur des nombres moins 2, moins 4, moins 10. Ce que ça signifie, c'est de retourner le vecteur sans les éléments aux positions 2, 4 et 10. La troisième grande méthode d'indissage, super importante également, c'est à l'aide d'un vecteur booléen, qui est de la même longueur que le vecteur qu'on est en train d'indicer. Ce que ça signifie donc, c'est qu'on indice avec des vecteurs qui disent vrai, faux, vrai, faux, etc. Et ce que fait l'opération, en fait, c'est d'extraire les éléments où est-ce qu'il y a un vrai dans le vecteur d'indissage.
Alors, vous avez ici un exemple où j'ai indicé mon vecteur V qui, vous rappelez-vous, contient les nombres de 101 jusqu'à 110 et je l'indice avec un vecteur de longueur 10 qui contient en fait 5 faux de suite et 5 vrais de suite. J'aurais pu les mélanger, les vrais et les faux. Ici, j'ai simplement décidé de le faire comme ça. Bien, qu'est-ce que ça va faire? Toutes les positions où il y a une valeur de faux, on les laisse tomber et on extrait les éléments du vecteur où est-ce qu'il y a des vrais dans le vecteur d'indissage. Donc, ça correspond à extraire ici les 5 dernières valeurs du vecteur V. J'aurais pu évidemment, encore là, je me répète, mélanger les vrais et les faux et extraire d'autres éléments. Ça joue un rôle extrêmement important, ce genre d'indissage. Je veux dire, vous allez dire, c'est un peu long, là, indicer avec un paquet de vrais et de faux. Oui, effectivement, mais c'est que dans les faits, on écrit à peu près jamais le vecteur de vrai et de faux. Le vecteur booléen est en général le résultat d'un calcul. Et vous avez ici l'exemple qui revient exactement au même que la première chose qu'on a faite, c'est que le vecteur booléen de vrai et de faux, je l'ai obtenu à l'aide d'une opération arithmétique qui est V plus grand que 105. V plus grand que 105, ça retourne une opération élément par élément et qui regarde chacun des éléments, est-ce qu'il est plus grand que 105? Donc, les éléments de 101 à 105 inclusivement ne sont pas plus grands que 105. Donc, le résultat de cette opération-là est faux, élément par élément toujours. Et pour les éléments qui valent 106 jusqu'à 110, l'opération est vraie. Alors, V plus grand que 105 me retourne un vecteur de 5 valeurs consécutives qui sont faux, suivi de 5 valeurs consécutives qui sont vraies. Donc, gardez ça également en tête, l'idée que lorsqu'on indice avec un vecteur booléen, habituellement, le vecteur booléen en question, c'est le résultat d'un calcul. La quatrième grande méthode d'indissage, c'est par nom. Donc, lorsqu'on a un vecteur qui est étiqueté, dont les éléments sont étiquetés, donc qui sont nommés, si vous préférez, bien, on peut extraire des éléments du vecteur à l'aide de son nom. Donc, lorsque c'est disponible, mais c'est un petit peu plus rare que c'est disponible, mais lorsque c'est disponible, l'indissage par nom, c'est toujours plus prudent de le faire. Donc, par nom plutôt que par position. Je vous ai parlé de 4 grandes méthodes d'indissage. En réalité, il y en a une 5e, mais qui n'est pas intéressante dans le cas présent où on travaille juste à l'aide de vecteurs. C'est lorsqu'on laisse l'indice complètement vide. Donc, ça correspond à mettre le nom d'un vecteur d'un objet et mettre juste une paire de crochets avec rien entre les crochets. Ce que ça fait, c'est que ça extrait tous les éléments du vecteur. Ça va jouer un rôle beaucoup plus intéressant lorsqu'on va faire de l'indissage de matrices et de tableaux. Enfin, le dernier élément dont je veux vous parler dans cette première partie de la révision, c'est des appels de fonctions dans R. Là, on ne parle pas de construire nécessairement vos propres fonctions, mais simplement d'utiliser une fonction qui existe déjà dans R. Premier élément à retenir, c'est que si vous tapez le nom d'une fonction à la ligne de commande de R et que vous appuyez tout simplement sur Enter, sans mettre de parenthèse, ben en réalité, la fonction, c'est un objet comme n'importe quel autre. Et ce que R va vous faire, si vous mettez juste le nom d'un objet et vous appuyez sur Enter, il vous affiche le contenu de l'objet. Pour créer un appel de fonction, donc non pas voir le contenu d'une fonction, mais appeler cette fonction-là pour qu'elle nous fasse un calcul, il faut absolument mettre les parenthèses. C'est comme ça que R reconnaît un appel de fonction, un nom d'objet avec des parenthèses après. Si vous mettez des parenthèses immédiatement après le nom d'un objet et que cet objet-là n'est pas une fonction, vous allez obtenir un message d'erreur. Mais sinon, si l'objet est une fonction, il suffit de mettre des parenthèses après et ça devient un appel de fonction. C'est comme ça que l'interpréteur R dit « Ah, voici un appel de fonction ». Il y a des parenthèses qui suivent immédiatement, sans espace, le nom d'un objet. Donc, lorsque finalement on a un appel de fonction, plusieurs fonctions, en fait la plupart, ont des arguments. Il y a certaines fonctions qui n'ont pas d'arguments, auquel cas on met juste des parenthèses ouvrantes, fermantes, sans aucun argument. Mais plus souvent qu'autrement, il y a des arguments. Comment est-ce qu'on spécifie les arguments dans un appel de fonction dans R? On peut premièrement donner les valeurs de chacun des arguments dans l'ordre. Si on les donne dans l'ordre, et il faut faire attention de les avoir dans le bon ordre, il n'est pas nécessaire de nommer les arguments. Il suffit de les séparer par des virgules. Il y a certaines fonctions qui ont un très grand nombre d'arguments ou alors qu'on n'est pas complètement certain dans quel ordre les arguments se trouvent. Alors, dans ce cas-là, ce que l'on fait,
c'est qu'on nomme les arguments. On dit l'argument un tel, voici sa valeur. Donc, lorsque les arguments sont nommés, ben là, il n'est plus nécessaire de les mettre dans l'ordre dans lequel ils sont définis à l'intérieur de la fonction, parce que R va s'assurer de prendre les bonnes valeurs pour chacun des arguments. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, ben, je vais nommer mes arguments et comme ça, je n'ai pas vraiment besoin de me soucier dans quel ordre ils sont fournis dans l'appel de fonction. Également, vous devez retenir l'idée que certains arguments peuvent avoir une valeur par défaut. La façon de le savoir, c'est soit de regarder la définition de la fonction, soit d'aller voir la rubrique d'aide. Et lorsque des arguments ont une valeur par défaut, ce que ça signifie, c'est que cette valeur par défaut-là sera la valeur prise par l'argument si on ne donne pas de valeur à l'argument. Alors voilà, ça fait le tour pour tout de suite, vraiment pour les concepts de base de la programmation en R. Dans la seconde partie, on va regarder des éléments un petit peu plus avancés où on développe nos propres fonctions.